Chaque minute qui passe nous rapproche irrémédiablement du très fatidique 23 décembre. Ce sera un dimanche, jour des scrutins combinés présidentiels, législatives, nationales et provinciales. Quelques 7 mois nous séparent encore du jour J. Le rendez-vous sera-t-il tenu? À la CENI, l'on rassure malgré les contraintes. À la majorité présidentielle, l'on se prépare le plus sérieusement du monde, mais seulement une certaine opposition n'y croit pas. Communicateur de la majorité présidentielle, secrétaire général de l'ULDC, le parti de Raymond Tshibanda, Maître Guillaume Mandjolo nous dira aujourd'hui pourquoi doit-on y croire. Il est l'invité de Face à l'opinion. Maître. Bonjour, bienvenue. Merci. Prenez place. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Comment se porte le parti, l'ULDC? L'ULDC en pré-campagne, en fait, nous sommes en train de travailler sur le terrain depuis plus ou moins 2 ans pour l'instant. Après mon retour de Kananga, après la conférence sur la paix et la réconciliation qui s'est passée à Kananga. L'année passée? L'année passée, à laquelle j'ai participé assez largement dans la mesure où j'ai présidé la commission sur la réconciliation, les aspects d'ordre humanitaire. Et j'ai profité de l'occasion aussi pour voir mes troupes en ce qui concerne les territoires ou l'espace du Kasaï en général, Kasaï central en particulier. De sorte que bon, nos troupes sont pour l'instant sur le terrain et travaillent pour les élections. Donc nous nous préparons ardemment à pouvoir avancer vers ces objectifs qui sont ceux de pouvoir tenir les élections à la fin de cette année-ci. On va continuer, mais tous ceux qui sont passés par ce fauteuil ont toujours été soumis à cet exercice. Vous commencez par regarder la caméra juste en face de vous. Dites au public si vous êtes prêt à convaincre Maître Guillaume. Oui, je suis prêt à convaincre parce que je suis dans une dynamique qui est celle de pouvoir aller aux élections. Je me suis préparé par rapport à ça. Mon parti s'est préparé par rapport à ça. Le mot d'ordre du chef de l'État, qui est l'autorité morale de la majorité, va dans ce sens-là. Dernièrement, il a réuni toutes les troupes à Kingalkati pour dire que l'option qui avait été élevée, c'était celle d'aller aux élections. Et par conséquent, nous nous préparons par rapport à ça. Et cela depuis très longtemps. On a fait non seulement par rapport à ce que j'ai dit ici concernant la conférence ou en marge de la conférence qui s'est tenue à Kananga, mais en plus de ça, l'enrôlement, on a été sur le terrain pour pousser nos troupes. La situation sociale ou sociologique au fait du Bantou prévoit que lorsque vous sollicitez quelqu'un pour une activité quelconque, vous créez une sorte d'intimité particulière, d'harmonie qui peut produire les fruits par la suite. Il s'avère simplement que nous avons été solliciter les populations sur le terrain pour les amener à l'enrôlement. Partant, cette même population va nous revoir de nouveau sur le terrain pour pouvoir la pousser à considérer que nous qui avons été les recommandés ou recommandés à ce qu'ils puissent aller à l'enrôlement, nous solliciterons demain leur suffrage, c'est tout à fait naturel. Contrairement à ceux qui passent leur temps dans les salons pour pouvoir parler des activités politiques alors que c'est sur le terrain, et en l'occurrence ici le terrain congolais, pas le terrain étranger. Sur le terrain, mais comment expliquer que vous, Guillaume Mandjolo, ou encore le président ou l'autorité morale de votre parti, vous êtes plus connu que le parti lui-même? Comment expliquer cette disparité? Enfin, c'est l'impression que j'ai. Oui, mais heureusement que vous dites que c'est une impression. C'est simplement une impression. Il faut aller sur le terrain pour voir ce qu'on fait. Parce que nous sommes un parti chrétien, vous devez le savoir, l'Union des libéraux démocrates chrétiens. Nous avons une approche différente. Nous n'avons pas une approche de la propagande. Nous avons une approche des terrains, des actions, collées à notre population, dans les cadres de notre chrétienté, de notre foi chrétienne. Et c'est ça qui vous démarque un peu de vos collègues communicateurs, d'autres communicateurs de la majorité, qui sont un peu plus radicaux. Hein. On vous sent un peu plus dans la science, un peu plus... Chacun a son domaine. Je n'ai pas apporté une critique ou une évaluation des uns des autres. Ce que j'ai à dire ne concerne que moi. Vous savez, Jack London disait, les mots sont plus tranchants que les couteaux. Ça peut blesser de plusieurs manières, alors que le couteau ne blesse que d'une seule façon. Et lorsqu'on a blessé avec les mots, il est très difficile de réparer. Alors qu'avec les couteaux, il y a moyen, par des points de suture, de passer à autre chose, de confectionner cette plaie, de la réparer. Alors qu'avec les mots, c'est très compliqué. Ce qui fait que lorsqu'on a l'habitude des mots, ou qu'on travaille avec les mots, mon travail
est fondamentalement dans la pensée qui construit. Et ma pensée va dans la pulsion de la vie, pas de la mort. J'anime pour la vie, je célèbre la vie, et par conséquent, je pèse les mots que j'utilise de sorte à ce que ça ne puisse pas blesser les autres, parce que c'est difficile à réparer. Nous sommes dans un pays particulier qui appelle une particulière attention, surtout pour ceux qui sont dépositaires de la parole publique. Et par conséquent, il faut peser les mots par rapport à ça. C'est vrai que de part et d'autre, on peut avoir ce qu'on appelle les faucons, qui ont pour habitude de travailler dans la dureté, au marteau, au sens premier du terme. Et vous jouez à la colombe? Je ne suis pas une colombe, moi je travaille comme un orfèvre, c'est un peu différent. Je prends les soins de faire très attention à tout ce que je fais, parce que l'or est une matière très noble. Il faut le travailler avec énormément d'attention. Parce que je suis en train de dire ici, je suis pour la pulsion de la vie et non la pulsion de la mort. Je célèbre la vie en tant que chrétien, ce qui fait que tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, mettre en contradiction ou partager, pousser au morcellement de la République, mettre à mal les positions des uns des autres, qui sont les enfants de la même mère qui est la RDC, j'essaie d'éviter ça. Mais tout ce qui peut concilier, d'où d'ailleurs, dans mes dispositions, mes travaux sur la pensée, j'ai érigé un concept qu'on appelle les ajustements raisonnables. Tenter à tout moment de pouvoir rogner sa propre raison pour permettre à ce que la raison de l'autre aussi soit rognée et qu'on arrive à un juste milieu pour l'intérêt majeur de la population. En cela, j'essaie tout simplement d'aller dans le sens de ce que nous a enseigné, nous a laissé Socrate à travers les travaux de Platon et Aristote par la suite. Et il y a un triptyque extraordinaire, une équation particulière qui a été récupérée par Nietzsche, qui est mon maître en philosophie, qui dit raison, vertu, bonheur. C'est-à-dire que on doit toujours se poser la question, lorsqu'on a les ambitions de gérer la cité, est-ce que ce que j'ai fait est raisonnable? Si c'est raisonnable, est-ce que je suis assez vertueux pour porter cette raison? Si vous êtes assez vertueux, alors en ce moment-là, l'addition de la raison plus la vertu produit le bonheur de la population. Si vous ne faites pas de cette démarche-là, vous n'êtes pas qualifié à gérer la société. Voilà comment est-ce que je vois les choses. C'est un discours qui passe au sein de la majorité présidentielle, où parfois on joue le tout pour tout. La majorité est plurielle. Il y a des approches différentes. On concourt pour le bien-être de la population. Alors, ce que je suis en train de dire me semble être en harmonie avec la quête du bien-être de la population. Il me semble que ça peut être entendu par tous, aussi bien au niveau de la majorité qu'au niveau de l'opposition. Il ne s'agit pas des concepts applicables à une famille politique. Il s'agit des concepts applicables à la gestion de la société, qui peuvent être utilisés par tous, parce que l'atteinte de l'objectif qui est le bonheur de la population recommande qu'on procède de cette façon-là. Peu importe où on se trouve. Alors, y a-t-il des gens raisonnables au niveau de la majorité? Bien entendu. Y en a-t-il au niveau de l'opposition? Aussi. Y a-t-il des gens vertueux au niveau de la majorité? Bien entendu. Au niveau de l'opposition? Aussi. Est-ce que tout le monde concourt vers le bonheur de la population? Oui. Alors pourquoi ne pas utiliser des matériaux raisonnables et les endosser par les personnes vertueuses pour cette atteinte-là? Voilà, ma démarche est celle-là. C'est ce qu'on va voir, hein? C'est ce qu'on va voir. Mais on revient quand même au parti qui serait moins connu que vous au sein de la majorité présidentielle. Mais l'évaluation est tout à fait peut-être à apprécier autrement. C'est vrai qu'au départ de Kinshasa, on croit avoir l'évaluation. Quels sont les matériaux d'évaluation qu'on peut avoir ici à Kinshasa? Parce que les gens sortent avec des drapeaux dans la rue, dans un coin de la cité? Et c'est ce qui fait la crédibilité des partis politiques? Non. Des méga-meetings, oui, mais des matinées politiques? Ça ne suffit pas. C'est ce qui nourrit aussi les partis politiques. Bien entendu, on les fait, mais bon, peut-être qu'on diffuse un peu moins, parce que peut-être on n'a pas assez de moyens matériels pour diffuser un peu plus. Mais les actions sur le terrain sont énormes, et notamment dans l'arrière-pays. Faites un tour à Goma, vous allez voir ce qui se passe. Faites un tour à Kananga, en Bujimaï, vous verrez. Faites un tour dans les Maïndombe, à Inongo, à Koutou. Faites un tour dans les Kwilu, à Idiofa par exemple, vous verrez. Donc il y a plein d'endroits où on fait des activités, mais malheureusement nous n'avons pas peut-être la démarche de la publicité telle que les autres peuvent l'avoir. Et ce qui est important aussi, la communication. La communication de Kinshasa, en fait. Vous faites allusion à Kinshasa. C'est-à-dire que les 4 millions d'électeurs de Kinshasa seraient beaucoup plus importants que
les 40 ou les 37 autres millions sur les centaines de territoires. C'est une mauvaise évaluation. Vous avez un élu à Kinshasa. L'opinion se demande toujours si Zakari Bababassou est toujours membre de l'ULDC, votre parti. Il faut lui poser la question. C'est-à-dire que je suis d'avis que... Vous êtes le secrétaire général du parti. Bien entendu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait la déclaration du contraire. Mais on sait qu'il a créé son propre mouvement depuis. Jusqu'à ce que la loi dit que la personne doit faire la déclaration de quitter le parti en ce moment-là, donc son suppléant prendrait la place. Pour l'instant, il n'a pas fait une déclaration de cette nature-là. Du moins, officiellement, je n'ai pas été saisi en tant que secrétaire général par l'honorable Zakari pour dire qu'il n'était plus membre de notre parti politique et partant, donc il devait tirer les conséquences. Mais quand il fait des prises de position contraires à la philosophie du parti, on attend, on reste là attendant qu'il démissionne de lui-même? Non, ou en sanction? Non, on doit se référer à la loi. Est-ce que ces prises de position sont susceptibles d'être condamnées par la loi, oui ou non? Il a la liberté d'opinion et de parole. Mais simplement, sa position en tant que membre du parti recommande qu'au cas où il doit se défaire de cette position-là, de ces statuts-là comme membre du parti, il doit tirer les conséquences en regard de la loi. Ce n'est pas moi qui fixe les règles, c'est l'État, c'est la République qui fixe les règles. Et ces règles s'appliqueraient à lui comme à toute autre personne concernée par ça. Alors, vous êtes en même temps porte-parole adjoint de la plateforme ABCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, avec Athanas Matenda et Trifon Tchinké Moulumba et bien d'autres. Donc, en quelque sorte, l'ULDC, qui n'avait que 2 élus aux dernières élections, compte gagner trop gros aux prochaines élections. Oui, attendez, vous savez très bien dans quelles conditions on a eu ces élections-là, quelle était l'issue des élections, et que finalement nous nous sommes retrouvés quasiment tous, y compris une voix de majorité, à la Cour suprême, parce que les choses ne s'étaient pas bien passées, parce que les gens qui avaient été élus normalement sur les terrains et sont retrouvés écartés de leur position. Mais c'est vous-même à la majorité présidentielle qui avez dit qu'il y avait évidemment des irrégularités, mais qui n'affectaient pas, qui n'entachaient pas la crédibilité des résultats. Dans l'ensemble, la crédibilité, effectivement, n'était pas entachée. Alors, en fait, dans l'ensemble, on peut dire à plus ou moins 55-60%, surtout pour l'élection présidentielle. Mais au niveau de la députation, je pense qu'on était peut-être autour de 55%. Voilà, à ce niveau-là, si on a été emporté par cette vague extraordinaire des irrégularités et que l'ULDC a été quasiment parmi les top 5 de ceux qui ont vécu ça. J'ai fait plusieurs plateaux pour en parler. J'étais à la Cour suprême pour en parler. Et ce qu'on a fait au niveau de la Cour suprême était notamment contre certains partis de la majorité. C'était majorité contre majorité. Un peu comme les films Kramer contre Kramer. C'était entre vous, des loups qui se mangent entre eux. Mais vous savez que l'homme est un loup pour l'homme. Dixit, le Léviathan et Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. C'est pour ça que cette fois-ci, on doit prendre des précautions pour que ça n'arrive plus. Mais simplement, nous avons été dans une très mauvaise disposition, attaqués de toutes parts. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça doit être corrigé prochainement. Notre place est prépondérante au niveau de la majorité. L'AMP, parmi les premiers créateurs de l'AMP, parmi les 12 personnes qui ont créé l'AMP, ou 10 personnes, Raymond Tshibanda y était. Et par conséquent, il y a une place qui lui est conférée par ce travail qu'il a accompli à côté du chef de l'État. Il pèse comme personnalité ou comme responsable des partis? Mais on a plus l'impression qu'il agit en personnalité. Les deux. C'est pas puisque nous n'avons pas la pratique des méthodologies un peu particulières et que notre poids doit être déconsidéré. Il y a simplement la réalité que celle-là, à un moment donné, étant liée à la foi chrétienne, avec un comportement plutôt qui est d'une nature liée à la rectitude, il nous est difficile d'employer certaines méthodologies. Vous avez presque les mêmes attitudes, hein, vous, l'autorité morale de votre parti. Vous savez, ce qui ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Non, j'ai trouvé en M. Raymond Tshibanda une orientation à la fois idéologique de l'essence de l'État très élevée. Sans compter qu'on a un partage de la passion pour la RDC. Je suis né pour travailler pour la République. Mon père a fait partie de ceux qui ont signé l'acte de la table ronde. Et il m'a enseigné, j'ai été choisi dans la famille pour exercer, participer à la gestion de l'État, accompagner l'État, servir l'État.
Nous sommes dans ma famille les commis de l'État. Et quand je tombe sur M. Ramouchi Banda, qui est aujourd'hui un mentor, une sorte de guide, c'est lui qui m'a appelé pour venir. Je ne voulais pas rentrer tout de suite au pays. Mais en plus, avec des salaires modestes, je pouvais avoir mieux ailleurs. Mais simplement, la passion pour la République nécessitait mon retour. Je suis venu à côté de lui, j'ai beaucoup appris. Il m'a appris, il m'a orienté. Je peux aujourd'hui, avec toute fierté, dire que je suis en mesure de gérer n'importe quel département après avoir vécu à côté de ces grands messieurs. Quoique, en tant que chrétien, en tant que lycéen, je suis contre l'idolâtrie. Mais simplement, je dois rendre César ce qui est à César. C'est pour ça que, vous voyez, notre comportement est différent. Vous ne verrez jamais en train de défenestrer quelqu'un à la télévision, dire que tel a telle faciès, tel a... Je ne sais pas dire ça. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la politique ici, dans la ville basse, où l'on voudrait que l'on donne des coups sur coups, que l'on réponde du tac au tac, que l'on soit un peu plus radical, un peu plus vivant Être radical, est-ce vivant? Non. Est-ce que la radicalité a déjà construit quelque chose? Non. Je pense que la césure dans ce qu'on dit, qui peut être sournoise mais certes correcte, permet de pouvoir organiser les choses en mieux. Je pense que la tempérance est la bonne façon de gérer. Et quand on a été diplomate, j'ai été diplomate politique pendant une dizaine d'années. J'ai appris à comprendre qu'effectivement, alors que les armes étaient en train de donner, on négociait face aux ennemis. C'était le cas avec les CNDP, c'était le cas avec les M23, donc derrière, on savait très bien que c'était les Rwandais. Mais on a négocié avec eux pour atteindre un but. Alors, si vous voulez rester dans la radicalité, ça peut servir pour faire le folklore, mais ça ne sert pas pour gérer un pays. Un pays ne se gère pas dans la radicalité des part et d'autre. Je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Et le pays, en plus, lorsqu'il s'agit des intérêts majeurs de la République, de l'État, de la nation, au sens premier du terme, la nation, c'est-à-dire la communauté vivante à laquelle on appartient, ce que les Allemands appellent le Volksseele, le Volksgeist, l'âme et l'esprit d'un peuple. Cette communauté particulière appelle, lorsqu'on est face aux enjeux majeurs, comme aujourd'hui sur le cobalt avec notre centralité qui fait en sorte que nous remplacions l'Arabie Saoudite pour l'énergie sur la planète avec la transition énergétique. Et par conséquent, on a une attitude très particulière à avoir lorsqu'on a les prétentions de gérer la République et lorsqu'on est participe à la gestion ou encore qu'on a des ambitions de cette nature-là. Donc, je suis dans cette option-là. Il m'est difficile d'être dans la rugosité des mots durs pour faire mal. J'y gagne quoi exactement? Les livres d'histoire nous diront. C'est pour ça que j'écris des textes. Et je suis fidèle à la pensée, à la pulsion de la vie et non à la pulsion de la mort. Je suis fidèle à la cohésion nationale et non à la déflagration et à la division nationale. On ne peut ne pas être d'accord par rapport à comment est-ce qu'on gère. Mais lorsqu'il y a des avancées, il faut qu'on applaudisse qu'il y a eu des avancées. Lorsqu'il y a aussi des failles dans la gestion, il faut le dire. Vous le disiez, vous le dites, vous le reconnaissez quand c'est dans votre camp? Bien entendu. On va le voir. Lorsque vous avez un chef de l'État qui passe à la télévision, dans son discours face à la nation, qui vous dit, bien entendu qu'on a eu les réformes importantes, les cadres macroéconomiques sont établis, mais le social n'est pas au rendez-vous. N'est-ce pas là une critique importante? Les social n'a pas été au rendez-vous, de sa propre bouche. Qui suis-je, moi, un petit scarabée, d'aller contredire ce que le chef lui-même dit? Parce qu'il estime ne pas avoir atteint ce qu'il devait atteindre. Lorsqu'il vous dit que la corruption a atteint un tel niveau que je dois constituer un conseiller spécial contre la constitution, la corruption. Qui suis-je pour dire qu'il n'y a pas la corruption? Lorsqu'on vous dit que la RDC est devenue la capitale internationale du viol et qu'il institue une conseillère spéciale contre ces phénomènes, qui suis-je pour vous dire qu'il n'y a pas eu de viols dans le pays? Alors, voyez-vous... Et lorsque l'opposition dit que son bilan est largement négatif, 17 ans après, qu'il n'a pas réussi à faire un certain nombre de choses, là, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est-à-dire qu'il faut rester juste lorsqu'on fait des évaluations. Sinon, ce n'est pas crédible. Avions-nous encore un État? En 1997, on n'avait plus d'État. Qui vous en souviennent? Ces pays n'avaient aucune crédibilité internationale, n'existaient presque plus. Il n'y avait plus d'institutions. Entre 1967 et 1997, on vivait les partis États, une seule personne avec la gestion dont tout était autour du président Mobutu. Et c'est en 2006 qu'on a une constitution qu'on pouvait respecter après un référendum.
C'est-à-dire qu'avoir déjà un État, c'est un pas majeur dans la gestion et au niveau du concert des nations. On n'avait plus d'État. Tout le monde a déjà oublié ça. On n'avait plus d'État. Aujourd'hui, vous avez un État, vous avez des institutions qui existent. C'est la première pierre pour créer une entité politique. C'est d'abord avoir des institutions qui existent. Et ces institutions sont conformes à ce qui est dans la loi fondamentale. Il y a une constitution qui n'existe plus. Vous savez, depuis quand date la dernière constitution? 1967, qui n'a plus jamais été appliquée. Lorsque la même constitution dit qu'il faut renouveler les institutions tous les 5 ans et qu'on ne le fait pas, là, on n'en parlait pas. Si on en parle. Ou on trouve des subterfuges pour justifier l'injustifiable. Non, monsieur Kayembe, vous me posez la question, moi je vais vous répondre. Si d'autres n'en parlent pas, moi j'en parle sans problème. J'estime que ce sont des questions majeures qui appellent des réponses bien réfléchies, bien posées, sans parti pris et sans être partisan en fait. Parlons d'abord processus électoral. Oui. Processus électoral, ce sont les élections qui nous permettront de renouveler les institutions qui sont très très largement dans l'illégitimité, selon les dires, hein, d'une certaine opinion. Enfin, tout on le sait. Alors, l'opposition ne croit pas, enfin pas toute l'opposition, mais une certaine opposition. En Europe, Félix Tshisekedi est en campagne, il est pessimiste, il ne croit pas que ces élections auront lieu, en dépit des assurances de la Commission électorale nationale indépendante. Je l'ai dit au début de l'émission, pourquoi doit-on y croire? Mais il me semble que vous posez une question, vous y incorporez une série de réponses par rapport à ce que les autres disent. C'est pas ça. C'est-à-dire que la question qui est posée, vous avez commencé par, votre postulat était les institutions dans l'illégitimité. Ce qui n'est pas vrai non plus. En ce moment-là, vous défenestrez la Constitution. Les articles 103, 105 et 110 prévoient un mécanisme particulier au cas où les institutions qui ont été établies par un mandat n'ont pas été renouvelées. 105, 103 et 110. Et cela vaut pour les sénateurs, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les gouverneurs et les chefs de l'État. Il semble que depuis 2006-2007, on n'a pas renouvelé les institutions provinciales qui, par effet d'incidence, donnent lieu au Sénat. Personne n'a parlé d'illégitimité. Personne. Mais cette vocation à se On l'a toujours dit, hein? Ben non, on ne l'a pas dit. Si on l'a dit, c'est pas avec autant de chaleur. C'est dans ce pays qu'on a tenté d'organiser les élections provinciales. Des candidatures ont été déposées, 2013. des cautions données. Oui, M. Kayembe, 2013, soit plus ou moins 3 à 4 ans plus tard. Et ça n'a pas abouti non plus. Mais tout ça, c'est parce qu'on a révisé la Constitution en 2011 et qu'on est passé des 2 tours à un seul tour, ce qui a eu des répercussions sur la suite du processus. Ça ne change. On ne va pas se prévaloir. Non. Les mécanismes de pouvoir aller vers la population, de solliciter des suffrages, n'a rien à voir avec les mandats lui-même. C'est là, au fait, il faut faire la part des choses. Il y a un mécanisme, on dit voilà, on y va à un scrutin à 1 tour, à 2 tours. Ça ne change rien en soi face au nombre des mandats. Parce que si on avait des élections à 2 tours, on élirait les députés provinciaux. Mais non, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'on élirait les députés provinciaux? Parce qu'on a 2 tours. Non. C'est comme ça que ça s'est passé en 2006. Ben oui, mais parce que non, mais ça c'était le mot des scrutins, c'est celui-là, c'était celui-là. Mais avec un tour, donc il n'y avait pas un mécanisme. Quel est le rapport entre les 1 tour pour la présidentielle et l'élection des députés provinciaux? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Ils ont été renvoyés, Mais non, il n'y a pas de rapport. Dans la mesure où il était prévu que ça puisse se tenir un peu plus tard, comme ça a été fait entre 2005 et 2006. Donc, ça a été aussi fait un peu plus tard. On a fait d'abord l'élection présidentielle et la députation nationale, et par la suite, on a fait celle en rapport avec les assemblées provinciales. C'est ce qui a été fait. Donc, on aurait pu le faire aussi. Mais on a eu des soucis majeurs liés notamment à la survenance d'une nouvelle rébellion qui était les M23, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc, financièrement, on n'était pas en mesure de pouvoir assurer. Bon, ça peut se discuter aujourd'hui, mais simplement c'était ça la situation. Il aurait fallu qu'en ce moment-là, qu'on puisse en discuter. Mais plus tard, on a eu les concertations, ainsi de suite, et tout comme ça. Plusieurs tables rondes autour des tables pour gérer la suite
n'avait pas été réalisé. Selon maintenant, vous. si vous voulez qu'on revienne à Mathusalem, on peut y revenir, mais ça ne nous avance pas. Ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est vers où on va. Il est établi qu'à la fin de l'année, on aura les élections. Hypothétique. Il me semble qu'en 2005-2006, l'UDPS n'y croyait pas non plus, n'y a même pas été. Ce n'est pas pour autant que les trains s'est arrêté, on a continué. Les gens seront surpris qu'on aura les élections à la fin de l'année, parce que c'est prévu qu'on ait les élections. Nous, on a un mot d'ordre, un seul mot d'ordre, aller sur le terrain, aller confirmer qu'effectivement, il faut qu'on obtienne le maximum de voix, le maximum de sièges pour pouvoir continuer avec cette majorité et de sorte à faire des choses autrement, continuer nos programmes. C'est ça. On va aux élections par contrainte ou parce qu'on a tenté sans succès de pouvoir obtenir un autre mandat pour l'autorité morale. Mais lorsque vous avez institué un mécanisme de fonctionnement pour une république, à savoir la loi fondamentale, avec un processus électoral établi dans les cadres de cette loi fondamentale, sollicité, désiré par Joseph Kabila, qui lui-même est le père de cette constitution, c'est lui. En vertu de quoi il dirait je vais voir un autre mandat sans élection, pour autant alors que c'est lui qui a institué cette constitution avec les mandats électoraux. C'est pas compatible, c'est paradoxal, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, ce sont les arguments tellement légers qui ne peuvent pas être évalués. Joseph Kabila est celui qui a amené la nouvelle constitution de 2006. C'est lui qui a milité pour cette constitution. C'est lui qui a fait qu'il y ait des élections après 1960. Et c'est lui qui aurait pu la faire respecter aussi après la fin légale, constitutionnelle de son deuxième mandat. Bien entendu, il faut que les conditions soient réunies aussi. Ce que je reproche... C'est pas un aveu de faiblesse en quelque sorte. Mais non, c'est un aveu de manque de moyens suffisants. On a vu trop grand à Sun City. On a vu beaucoup trop grand. Comment voulez-vous instaurer une démocratie aussi large dans tous les compartiments de la société avec les gens non instruits pour l'essentiel? Pourquoi ça n'a pas posé problème en 2011? Non, en 2011... On est allé aux élections vite parce qu'on savait qu'on avait notre mandat. Oui, mais non, je sais que c'est très facile, c'est la voie de facilité de pouvoir dire les choses dans ces termes-là. Nous sommes dans une configuration particulière en 2011 avec des instances internationales, c'est ça qui nous met la pression. Quelle est la conséquence de ces élections précipitées 2011? Quelle est la conséquence directe? On a une guerre, on a une déflagration quasi concertée de la société congolaise, on a des guerres un peu partout, on a des soulèvements un peu partout. Mais vous êtes d'accord avec moi que les élections ne se préparent pas la dernière année, c'est tous les 5 ans. C'est-à-dire on sait que c'est... Ce qui avait été fait à Sun City n'a pas tenu compte du temps et de l'industrie d'apprentissage de la démocratie. Oswald Spengler, un éminent écrivain allemand, nous dit « Dans chaque chose que vous devez faire, il faut le temps et l'industrie. Apprendre minutieusement, prendre du temps pour pouvoir gérer ça. » Les démocraties occidentales, avant de se mettre en place comme aujourd'hui, ça a pris du temps. Et encore, ce n'est pas parfait. Ils sont en train de ne pas faire ça chaque année, chaque élection. Savez-vous, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de voter en France il n'y a pas très longtemps. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on estimait que c'est là tout. Savez-vous que tout le monde n'avait pas accès à voter? Le suffrage universel est venu en France en 1959, avec la constitution des Debré, de Gaulle. C'est seulement en ce moment-là. Et encore, tout le monde ne pouvait pas voter. On avait restreint ça à une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont à un tel niveau intellectuel ou des connaissances, des compétences pour porter un choix, on ne leur donne pas les choix parce qu'ils ne porteront pas les bons choix. D'où d'ailleurs, vous remarquerez que cette mobilisation sur le terrain, c'est à coup des t-shirts, à coup de la boisson, à coup de 500 francs ou 200 francs ici et là, pour solliciter le suffrage. On achète le suffrage. Parce que celui qui est en face ne sait pas pourquoi il va voter. Si on lui disait qu'il votait pour son bien-être, ou bien, il peut même poser la question, est-ce que ce bien-être doit venir vers moi parce que je vote, ou l'État peut prendre les dispositions pour me mettre dans les bonnes conditions? Ce sont des questions aussi d'ordre métaphysique qui peuvent être posées. On ne les pose pas. Est-ce que nous sommes suffisamment mûrs pour que toute la société congolaise, y compris les enfants de 12 ans ou 16, 14 ans que j'ai vus, pour aller voter? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'on va leur dire dans les programmes en question? Est-ce qu'il y a même des programmes aboutis pour aller dans ce sens-là? C'est pas votre travail, vous, partis politiques. Mais les partis politiques, oui, encore faut-il que ces partis puissent être animés de la pensée politique réelle et pas de la propagande simple. Vous venez de dire ici, en faisant une démonstration tout à fait juste, de ce que moi je peux dire, ce que les autres peuvent dire. Ici ou là.
je mets au défi les gens de dire, voilà, on a critiqué les 5 chantiers, on a critiqué la révolution de la modernité. Mais je demande toujours qu'est-ce qu'il y avait en face comme contre-proposition. Personne n'arrive à me dire le nom du programme d'en face. Pourtant, il y avait un paquet, il y avait pléthore de candidats à la présidentielle. Mais personne, aucun journaliste n'est en mesure de me dire Papa Tshisekedi, voilà, c'était ça son programme, tel autre, c'était ça son programme. On m'a sorti sur un plateau de télévision une réponse assez comique en disant que c'était l'état des droits. Mais c'est dans la Constitution l'état de droit. L'état de droit, c'est quelque chose qui est lié au texte qui réglemente la vie d'une société et qu'il faut appliquer, c'est tout. Mais les 5 chantiers résument aussi des droits que la population est censée avoir. L'éducation, l'accès à l'électricité, à l'eau, et ainsi de suite. Non, non. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle les droits de la deuxième génération. Un pays comme le nôtre n'a pas de contraintes par rapport à ça. Si on incorpore ça dans un programme parce qu'on estime que c'est utile et nécessaire pour les bien-être de la population. Mais il n'y a pas de contraintes pour les droits de la deuxième génération en ce qui concerne la RDC, qui est un pays qui est sous-équipé et qui n'a pas assez de moyens. Ce sont les pays de l'OCDE qui ont l'obligation. Voilà. C'est pas un verre à moitié vide, à moitié plein. Quand vous pensez que 5 chantiers, il n'y avait rien en face, et qu'en face, on estime que l'état des droits est résumé. Enfin, c'est ça le problème qu'il y a dans ce pays. L'impunité caractérisée par... Non, c'est pas ça un programme politique. L'état de droit, c'est pas un programme politique. C'est une situation qui demande d'être appliquée, c'est tout. C'est pas un programme politique. Un programme politique, c'est notamment ceci. Je pars du principe que la RDC regorge de matières premières, il faut le transformer. Et comment on les transforme? Il me faut de l'argent pour pouvoir mettre en place des centres de recherche appliquées fondamentales dans les universités, de sorte à ce qu'on nous donne une valeur ajoutée. Ça, c'est un programme politique. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas continuer à pouvoir aller commander à gauche, à droite de l'argent en frais. On peut, par un mécanisme sui generis, mettre en place une TVA contraignante pour 5 ou 10 ans, de sorte à ce qu'on renfloue nos caisses et qu'il y ait un contrôle précis pour la canalisation de cette TVA vers les trésors publics. Ça, c'est un programme politique. Je pense que les bourses particulières pour les grandes intelligences, les jeunes gens qui montrent la différence par rapport aux autres et qu'on peut porter, que l'État peut porter pour aller beaucoup plus loin, c'est un programme politique. Quand Moïse Katumbi promet aussi de mobiliser 100 milliards de dollars en 5 ans, c'est aussi un programme politique. C'est pas un programme politique, ça c'est un propos populiste, plutôt on dirait même c'est une proposition qu'on dirait une proposition des comptables des quartiers ou d'épiciers. Ça n'a rien à voir. Je viens de sortir un terme ici, peut-être que ça va retenir votre attention, la centralité. Je vous explique. Je travaille encore sur ces termes-là par rapport à la pensée. Je vais produire un texte que j'appellerai Lettre à la jeunesse congolaise, dont le point d'ancrage sera la centralité. Il y aura la centralité, les contournements providentiels, et il y aura en plus de ça, j'ajouterai aussi, je reviendrai sur les ajustements raisonnables. La centralité veut dire quoi exactement? Ce monde tourne autour des enjeux majeurs ou de la focalisation de ce qui fait tourner le monde. Pendant très longtemps, notamment à la fin du 19e, c'était les caoutchoucs. La RDC a été la centralité. Ça nous a coûté 12,5 millions de vies humaines. On a été massacrés pour notre caoutchouc par Léopold II et sa Belgique. Très bien. C'est un génocide jusqu'aujourd'hui, non encore mis en exergue, non encore appris par tous, mais c'est les tout premiers sur la terre des hommes. À la suite de ça, on a eu l'uranium, centralité encore. C'est grâce à notre uranium qu'on a pu stopper la guerre mondiale, avec les 2 bombes qui ont frappé Nagasaki et Hiroshima. Centralité encore RDC. Et est venue par la suite la prise en charge du secteur automobile par le pétrole venant de la péninsule arabique, notamment l'Arabie Saoudite comme numéro 1 en termes de production et tout ça. Donc le monde s'est focalisé sur l'Arabie Saoudite pour son pétrole et les autres sont venus beaucoup plus tard. Demain, ça sera la RDC avec son cobalt. Donc la transition énergétique nous met au centre du monde. Le cobalt congolais, c'est celui qui sera utilisé pour toutes les machines qui roulent en remplacement du carburant actuel, du carburant fossile actuel. Partant de là, on va déverser dans notre pays des milliards de dollars. Je vous informe au passage que ce qui vient de la RDC dans le secteur notamment informatique, sur la planète, il y a plus ou moins par an
7 000 milliards de production en matière de portables, téléphones et autres, piles, batteries, tout ça, 7 000 milliards de dollars par an. On ne parle pas de 100 milliards, 7 000 milliards. Sur les 7 000 milliards, il faut comptabiliser plus ou moins 1 000 milliards en termes de recherche, de transformation. Les restes, ce n'est que bénéfice. Quelle est la part de la RDC? Alors que c'est la RDC qui fournit 80% de matières premières. Cobalt, coltan et autres dérivés. À qui la faute? Non, je vais y venir. On n'est pas dans l'évaluation de ce qu'on a fait, on n'a pas pu faire. On est dans les propositions de ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut trouver l'argent. Mais entre-temps, on voit aussi ce qu'on n'a pas pu. Non, si, bien entendu, on peut en parler. Oui. Encore, parce que la plupart des gens auxquels vous faites référence ont participé à la gestion pendant plus ou moins 10 ans. Ils ont participé à la gestion. On ne peut pas aussi se défaire aussi facilement de ce qu'on a pu faire dans le passé en disant que bon, maintenant je suis dans l'opposition, c'est trop facile. Il y a très peu de gens qui sont opposants dans ce pays. Encore faut-il déjà évaluer c'est quoi l'opposition réellement. Quelle est la teneur de l'opposition dans ce pays? Est-ce que ce sont des intérêts individuels ou ce sont des avantages liés à la gestion, à la mauvaise gestion, à la bonne gestion ou à la population? Attention, et là aussi il y a à évaluer, à définir clairement c'est quoi l'opposition. Parce que regardez bien les tableaux, les panoramas politiques de 2001 à 2005 et suivi par la suite à partir de 2006. Les 3/4 de ceux qui étaient à la fois OECD et au MLC sont avec nous depuis très longtemps. Depuis la première heure, ont changé. Et beaucoup qui étaient à l'UDPS... Ils ont été débauchés. Hein. Mais c'est pas le débauchage. C'est parce que tout ça ne tourne autour de rien en termes d'idéologie particulière. C'est quoi être opposant? C'est quelle est l'idéologie de l'opposant par rapport à ceux qui sont dans la majorité? D'ailleurs, nous ne fonctionnons pas en termes d'idéologie, donc c'est très difficile de pouvoir établir qui est opposant et qui ne l'est pas. Ce sont des choses qui sont liées aux circonstances. On est opposant parce qu'on n'a pas trouvé son compte? Exactement. Vous avez la réponse. On est opposant parce qu'on n'a pas trouvé son compte. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine. Les positions qui avaient été prises par certains, parce qu'ils espéraient devenir Premier ministre ou autre. Quand ils n'ont pas eu ces positions-là, ils ont changé de Kazakh. Donc il y a Dutronc qui disait... Qu'est-ce qui dit que votre parti, un jour, ne se sentira pas lésé aussi et basculer dans l'opposition? Monsieur Kayembe, on a été lésé. Aux élections de 2011, on a été lésé. Et dernièrement, moi qui vous parle, je devais être à Kananga comme gouverneur. Je n'y suis pas. À Kananga, on avait un ministre provincial, un vice-président de l'Assemblée provinciale. On a perdu toutes ces positions. Vous m'avez entendu à la télévision dire que bon, parce qu'il s'est passé comme ça, on quitte? Non. Parce que vous avez d'autres intérêts que vous préservez. Mais non, et on n'est pas aux responsabilités aujourd'hui. Mais on est toujours influent au sein Être influent, du précaré, du chef. On ne mange pas l'influence. On ne mange pas l'influence. On existe à travers un poste. Mais en même temps, nous, on est dans une famille politique. Notre loyauté n'est plus à démontrer. Peu importe ce qu'on a ou on n'a pas, on reste loyal. C'est une question d'éthique et des vertus. Étant arc-boutés sur cette foi chrétienne, on reste cohérent avec nous-mêmes. Nos souffrances sont les faites peut-être de la volonté de Dieu. Notre position est la volonté de Dieu. S'il estime que c'est ça la bonne position pour l'instant, c'est la bonne position. On y croit fermement. Les jours, ça ne sera pas ça. Il nous conférera autre chose. Job a tellement souffert, on pensait qu'à un moment donné, il allait lâcher. Il n'a pas lâché. Pourquoi on lâcherait? Est-ce que les souffrances que nous sommes en train de vivre ou ce qu'on a vécu en termes de frustration peuvent nous conduire à nous égaler à Job? Non, malheureusement. Et par conséquent, nous tenons à notre loyauté. La foi chrétienne nous l'impose. On ne peut pas changer des fusils d'épaule au motif que nous avons quelques frustrations, aussi légitimes soient-elles. Voilà. On n'a plus que 3 minutes, hein, Maître Guillaume. On n'a plus que 3 minutes. Que vous inspire le Congo d'ici au 23 décembre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous entrevoyez l'avenir? Je pense qu'on doit établir peut-être des ponts pour des grandes discussions entre les uns et les autres. Nous avons évité de permettre à ce que quelques renégats extérieurs viennent rentrer dans les matières internes de la République et poussent à la déflagration définitive. On a des exemples autour de nous. Le Soudan qui a été découpé en morceaux. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui au Sud-Soudan? Ça ne va pas, ça ne va toujours pas. Les Américains eux-mêmes sont en train de démissionner alors qu'ils avaient voulu ça, en pensant que c'était ça la solution. Est-ce que la Somalie est encore un pays? Il n'y a plus de pays. Est-ce que la Libye est encore un pays? Il n'y a plus de pays. Ce qui fait que c'est très délicat
qu'on ne puisse pas faire attention à ça, au motif qu'on est dans l'aigreur absolue, au motif qu'on est dans l'arrogance suffisante, qu'on perde ces pays. On peut à tout moment perdre ces pays. Donc il est recommandé aujourd'hui qu'on puisse rapprocher les positions, trouver quels sont les mécanismes qui permettraient l'apaisement des part et d'autre, de sorte à ce qu'on ne perd pas ce pays. Ce pays a été confectionné comme un État indépendant pour que les gens fassent le commerce. N'est-ce pas? Il n'a pas été confectionné comme étant une colonie d'une entité quelconque, d'une puissance quelconque. Non. Ce pays a été confectionné comme étant les marchés internationaux et que tout le monde devait venir faire commerce ici. C'est pour cela, d'ailleurs, que Sarkozy, arrivant ici, il vous dit en face, vous avez trop de richesses, il faut partager avec les autres. Parce que la conception qu'il a dans sa tête, que est de l'État indépendant du Congo, avec l'escroquerie qu'on a eue des Belges, où la transmission à la Belgique n'est pas conforme aux règles des droits, n'est pas conforme à l'acte de Berlin. Parce que l'acte de Berlin prévoyait que, après la gestion léopoldienne, si elle était mauvaise, les droits de préemption étaient entre les mains de la France. Et par conséquent, il fallait que la France reprenne le flambeau pour permettre que les marchés continuent. Les marchés internationaux continuent. Nous avons hérité de cette terre à la suite des souffrances que nous avons endurées, à la suite du choc extraordinaire du génocide et la frayeur internationale en disant non, ces gens ont souffert, maintenant on peut leur conférer ces pays comme étant une nation. Parce que les piliers les plus importants d'une nation, c'est notamment les souffrances communes. Et par conséquent, ceux qui n'ont pas cette clairvoyance, cet éclairage par rapport à cette situation-là, sont en train de se tromper. Il ne suffit pas de faire des tours de capitale à gauche, à droite pour comprendre comment fonctionnent les pays. Il faut se référer à l'histoire, à notre histoire, à cette communauté particulière qui a vécu les mains coupées. Et en ce moment-là seulement, on comprendra qu'effectivement, entre la déflagration définitive, le morcellement de la République et les ajustements raisonnables, les choix éclairs pour permettre à ce que, de manière raisonnable, et qu'on puisse s'habiller, se draper de la vertu nécessaire, de sorte à produire le bonheur de la population et à conserver ce que les mains coupées, dont nous sommes les descendants, nous ont conféré. Vous voyez l'alternance venir, le président Kabila passer la main d'ici janvier prochain? Les conditions sont en train d'être mises en place pour aller aux élections. Et dans l'état actuel des choses, sans référendum, sans modification des textes actuels, on ne peut pas faire autrement que aller dans ce sens-là. Mais ce bruit autour d'un possible Kabila 3 qui résulterait de la modification de la Constitution en 2011. Il appartient à ceux qui disent ça de justifier scientifiquement comment ils prévoient. Je n'ai pas dit ça, je ne vais pas défendre une situation dont je ne suis pas... Et vous n'êtes pas convaincu, vous? Non, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un mot d'ordre dans ce sens-là, une orientation du chef de l'État dans ce sens-là. Ici, nous analysons, vous donnez votre point de vue. Non, mais je ne peux pas donner un point de vue sur quelque chose que j'ignore totalement et dont je ne comprends pas les fondements. Parce que, jusqu'à preuve du contraire... Nous partons du principe. Mais non, le principe est celui-ci, en ce qui me concerne. Je reçois des orientations, des instructions. La dernière instruction de la propre bouche du chef de l'État, c'était de se préparer pour les élections le 23 décembre 2018. Je n'ai pas eu quelque autre information de cette nature-là. Donc, je suis incompétent, parce qu'il y a des gens qui veulent répondre sur tout. Je suis incompétent à donner une réponse sur matière dont je n'ai pas la maîtrise. Voilà, je pense que vous avez bien convaincu l'opinion. Après tout, c'est l'opinion qui va vous juger. Maître Guillaume, vous regardez encore la caméra. Adressez-vous au public qui vous a regardé sur nos antennes, ici et ailleurs. J'ai remercié déjà ceux qui ont eu la patience de m'écouter parce qu'il n'est pas évident lorsque je vois un peu la configuration actuelle, les frustrations légitimes des uns des autres, d'écouter quelqu'un comme moi, dans un langage qui peut peut-être paraître barbare par moment, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que nous sommes un pays particulier, qui est le centre du monde. On n'a pas conscience que nous sommes une grande puissance, malheureusement qui est en formation, en construction. Et demain, nous pouvons ne plus être un pays, un État, nous serons peut-être des provincettes qui deviendront des États. Et c'est les grands risques que nous courons aujourd'hui si on ne fait pas attention. Toutes ces positions qui peuvent paraître très dures les uns contre les autres, antagonistes, il n'y a rien d'intéressant qui soit au-dessus des souffrances communes qui ont été les nôtres en ce qui concerne les mains coupées, la gestion calamiteuse des Belges, la gestion très très dure
encore des Belges à travers Mobutu, et toutes les souffrances qu'on a connues de la partie Est nous recommandent de nous rapprocher comme les enfants d'un même pays, d'une même mère, puisque la passion pour la RDC doit l'emporter sur nos intérêts individuels. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu, avancer, faire des élections, s'entendre pour aller faire de très bonnes élections, de sorte à ce que ces pays puissent s'en sortir. Trouver un juste milieu. Guillaume Manjolo, merci beaucoup d'être passé, répondre à nos questions et convaincre l'opinion. Merci à vous. Aujourd'hui, c'était lui, demain, ce sera peut-être vous. Alors, êtes-vous prêt à affronter et convaincre l'opinion? Nous vous attendons.